c'était que ces fonds étaient disponibles, mais pas utilisés, ou mal utilisés, parce que les Grecs avaient du mal à trouver des projets qui puissent absorber ces financements, qui sont importants par rapport au niveau de la Grèce. Et donc, c'est plusieurs pourcentages du PIB de la Grèce qui viennent en fait de ces financements européens. Donc on a fait deux choses. D'une part, on a quasiment supprimé l'exigence d'avoir des cofinancements nationaux. En France, les fonds européens, il faut en général 50% de cofinancement national. En Grèce, on a dit on va financer à 95%, il ne restera que 5% de financement national à trouver, public ou privé, et encore ces 5%, vous pourrez nous les payer plus tard quand vous en aurez les moyens. Donc finalement, ça devient de la subvention à 100%. Et on a mis en place cette task force pour la Grèce, notamment pour trouver des projets qui permettent de relancer justement l'investissement, la croissance, l'activité des PME, etc. en Grèce. Donc ça, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'évidemment, le psychodrame européen fait plus vendeur. Mais vous avez un travail de fond qui est fait par ces dizaines de personnes, de spécialistes de la Commission européenne et des États membres des autres pays de l'Union européenne qui travaillent au quotidien avec les Grecs pour réformer leur économie, la rendre plus efficace, également les aspects sociaux d'ailleurs, tous ces minima sociaux et cet état-providence dont je parlais qui était inexistant en Grèce, et puis trouver des projets qui économiquement font du sens. Et ça a porté des fruits puisque ces fonds qui étaient très peu employés en Grèce, et aujourd'hui la Grèce était en termes d'utilisation des fonds européens, ils étaient classés 18e sur 27 il y a encore 3 ans. Aujourd'hui, ils sont 5e en Europe. Autrement dit, ils sont bien au-delà de la moyenne. Ils sont à peu près à égalité avec la France en termes d'utilisation des financements européens. Et ils peuvent vraiment tirer parti de cet argent européen, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc voilà un dernier petit élément sur l'action européenne vis-à-vis de la Grèce que je voulais vous mentionner. D'autres sujets qui vous intéressent ou vous trouvez que j'ai assez parlé? Je crois que vous avez fait une conférence qui était parfaite, qui intimide un peu les juristes. Vous savez, l'économie pour un juriste, c'est toujours... On peut parler juriste, on peut parler droit aussi, si vous voulez. Je vous vois que vous en saurez plus que moi, mais l'Union européenne, c'est aussi juridique. Non, je n'ai pas une question, c'est juste pour vous permettre de rebondir. J'ai entendu qu'il y avait des sceptiques, des personnes qui votaient un peu moins. Je crois qu'un des vrais problèmes de l'Europe en termes de la manière dont elle est appréhendée, c'est que finalement on perd un petit peu de vue la nature même de l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe est devenue, vous avez utilisé le terme d'idées, de notions, etc. Du coup, on a du mal même à définir le périmètre de l'Europe. Si vous aviez à présenter, je sais que c'est redoutable, si vous aviez à donner une définition de l'Europe, est-ce que vous trouvez? Puisque vous êtes des juristes, je réponds comme ça de tac au tac et sans avoir réfléchi profondément à la réponse précise à la question. Mais moi j'aime bien les premiers articles du traité sur l'Union européenne parce que justement ils remettent les choses en place. Autrement dit, voilà, si vous regardez les articles 1 et 2, je ne les ai pas sous la main, du traité sur l'Union européenne, l'article 1 dit bien sûr on crée l'Union européenne. L'article 2, il explique sur quoi l'Union européenne est fondée, quelles sont ses valeurs fondamentales. Et ces valeurs fondamentales, ça c'est de l'article 2, il n'y a pas le mot économie, il n'y a pas le mot concurrence, il n'y a pas le mot marché. Par contre, ce qu'il dit dans cet article 2, c'est que l'Union européenne est fondée sur les valeurs de démocratie, d'état de droit, de liberté, de respect des minorités, de pluralisme, est également mentionné l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc voilà, c'est ça les valeurs de l'Europe. Et c'est là-dessus qu'elle est fondée. Après ça, on peut discuter, il y a matière à discuter sur est-ce que ensuite, si on regarde le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est-ce que tout est parfait? Est-ce que ces grandes valeurs qui sont le fondement de l'Union européenne, c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que les vagues d'élargissement de l'Union européenne, moi j'appelle ça plutôt une unification qu'un élargissement, et c'est une unification de l'Europe à mesure. Parce qu'ils étaient déjà européens, ils n'ont pas attendu l'Union européenne pour être européens. C'est pour ça que c'est une unification pour moi, et à mesure que ces pays rejoignent ces valeurs, adhèrent à ces valeurs.
C'est pour ça qu'il n'y aurait pas été question imaginable d'intégrer la Grèce avant 1974, et pareil pour tous les autres pays que j'ai mentionnés. Maintenant, parce que l'Union européenne s'est construite comme elle s'est construite, c'est-à-dire par l'économie, parce qu'on a refusé dans les années 50 de le faire par le politique, les traités donnent plus de compétences à l'Union européenne sur le plan économique que sur le plan politique. Et c'est là qu'il y a peut-être un déséquilibre qui fait qu'aujourd'hui encore, finalement, on construit le politique par l'économique. L'euro, l'histoire de l'euro, c'est ça. Et c'est là qu'il y a un équilibre qu'il faut, à mon avis, encore retravailler, encore déplacer, encore changer. Parce que l'Union européenne, à mon sens, mais ce serait un autre débat d'une heure, donc je n'ai pas à le développer, est une union qui a tous les éléments de la démocratie, représentative mais aussi directe, plus parfois qu'en France, en termes de possibilité des citoyens de participer, mais en même temps, parce qu'elle est méconnue, qu'on ne connaît pas ses mécanismes, qu'on ne s'y intéresse pas suffisamment, qu'il n'y a pas de relais. Je vous expliquais tout à l'heure, voilà, en France, il y a 2 représentations, au total il y a 40 personnes qui travaillent pour l'Union européenne en France, enfin pour la Commission européenne en France, y compris les secrétaires et les chauffeurs. Donc, voilà. C'est vous dire quelle force de frappe on a pour informer sur l'Union européenne ou pour faire participer les citoyens. L'Europe est démocratique dans ses mécanismes, elle a tous les atouts, tous les moyens de l'être au titre des traités, mais sur le plan de l'investissement humain, on est encore très loin. Tout à l'heure, vous disiez qu'en Grèce, les pouvoirs précédents ils avaient fait le choix de faire payer le peuple, on va dire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait des mécanismes à mettre en place au niveau européen pour permettre aux citoyens européens de se protéger de ce genre comment expliquer, de ce type de procédure? Votre question, c'est la question de l'équilibre, toujours délicat, entre le fait qu'on va partager une part de notre souveraineté, mais que l'on va aussi respecter sur des choix fondamentaux, notamment des choix de société fondamentaux, la souveraineté des peuples. Et c'est peut-être, ça peut sembler paradoxal vu de loin, que cette question de l'équilibre soit posée en Grèce, mais elle s'est posée en Grèce de la même façon qu'elle se pose dans tous les autres États. On a été beaucoup plus loin en termes d'intrusion, d'intrusivité des institutions européennes dans les choix de la Grèce, et vous ne pouvez pas demander à un gouvernement de faire, vous ne pouvez pas forcer un gouvernement à faire ce qu'il ne veut pas faire. C'est pour ça que toutes les réformes qui ont été faites en Grèce ont été actées par le gouvernement, votées par le Parlement grec de l'époque. D'où la crise de confiance d'ailleurs des citoyens grecs par rapport à leur gouvernement et le fait qu'ils ont choisi, ils ont fait cette année un choix différent de tout ce qu'ils avaient fait depuis 1974. Pardon. Donc ma réponse, elle va être, si je la simplifie à l'extrême, mais pour moi elle est vraie, c'est non, et heureusement que non. Parce que l'Union européenne n'a pas vocation à rentrer avec un degré d'intrusion dans la souveraineté des États tel que les choix sociaux fondamentaux seront imposés de Bruxelles ou même partagés. Parce qu'encore une fois, j'insiste, c'est la souveraineté partagée. La Commission européenne a fait des propositions, mais c'est le Parlement, c'est le gouvernement qui prennent les décisions au niveau européen. Donc la France a son mot à dire autant que les autres, même plus que beaucoup d'autres, puisque la France est un des plus grands pays de l'Union européenne en termes de droit de vote au Conseil des ministres et en termes de nombre de députés au Parlement européen, c'est un poids lourd. Mais néanmoins, c'est partagé. Maintenant, aussi partagé que ce soit, il est normal que, de mon point de vue, que les choix de la France et les choix du Royaume-Uni et les choix de la Grèce, en termes d'équilibre sociaux, par exemple, ça leur appartient. Et là, les Grecs ont fait un choix différent, tant mieux pour eux, je dirais, mais voilà, c'est leur choix à eux. Dans le fond, on sait très bien que, notamment la France, que l'Union européenne donne des amendes en fonction des réformes
des rappels, on va dire. C'est Oui, des échanges de rappels. je précisais parce que c'est pas tout à fait. Ouais. C'est pas tout à fait ça. Ah ouais, quand même un résultat. c'est un raccourci que j'ai fait assez court, mais sinon, est-ce qu'il y aurait dans le même sens la possibilité d'influencer, on va dire, un État ou un gouvernement à faire une répartition des dettes, un partage des dettes plus équitable au niveau social? Enfin, c'est la même question, mais plus Précise. Ouais. Alors, plusieurs choses à ce sujet-là. D'abord, les amendes possibles au titre des traités, c'est uniquement dans le cas où un État s'écarterait gravement de la trajectoire budgétaire. La trajectoire budgétaire, c'est une question d'équilibre, comme je disais tout à l'heure. D'accord ? C'est pas une question de choix social derrière. Vous pouvez avoir un État équilibré, à l'équilibre budgétaire, mais avec 60% de redistribution de la richesse, hein, et extrêmement social et égalitaire. Vous pouvez avoir un État en fort déficit, comme la Grèce, avec un État-providence quasi inexistant. Donc, voilà, c'est pas du tout la même question. La question des choix sociaux et économiques, il y a un pouvoir européen qui est très limité de ce côté-là, qui n'est pas inexistant, mais qui est volontairement limité pour préserver la souveraineté des États. Je continue un tout petit peu, puis ensuite je vous donne la parole. Quel est notre pouvoir? D'une part, c'est d'établir des règles minimales dans un certain nombre de domaines. Par exemple, la santé et la sécurité des travailleurs. Par exemple, la sécurité des produits aussi, puisqu'on a un marché commun, on veut que ces produits soient sûrs. Et puis, il y a également des règles, par exemple aussi la limitation et la lutte contre les abus. Par exemple, on a des débats très, très importants, parce qu'il y a des enjeux importants sur le détachement des travailleurs. Le principe qui est pour l'instant assez souvent violé, c'est pour ça qu'on est en train de revoir la question, c'est qu'un travailleur étranger, qui soit allemand ou humain, qui vient en France pour travailler, est soumis au titre des règles européennes, au salaire minimum français, aux accords de branche français, aux congés français, aux règles sociales françaises, sauf la sécurité sociale, qui elle reste nationale pour des raisons pratiques évidentes, parce qu'on ne pourrait pas les mettre en demande qu'il y ait une sécurité sociale unique au niveau européen, on ne pourrait pas. Et après ça, il y a des règles pour limiter les abus, pour contrôler le renforcer. Au-delà de ça, encore une fois, les choix sociaux, c'est les États qui les font. Et là, on a un rôle au niveau européen quand même, qui est un rôle de conseil, de recommandation, parce qu'on considère que c'est peut-être pas inintéressant pour la France de voir ce qui se passe en Allemagne, ni pour l'Allemagne de voir ce qui se passe en France. C'est ce qu'on appelle les recommandations de politique économique. D'ailleurs, c'est au mois de mai, donc très, très prochainement, que la Commission européenne va faire des propositions qui ensuite vont être discutées par les ministres et acceptées ou pas. Mais là, on parle uniquement d'un dialogue commun que l'on a, parce que c'est dans l'intérêt commun que, par exemple, pour prendre deux recommandations qui ont pu être faites à deux États différents, en France, on ait des politiques de l'emploi plus actives, plus efficaces. On a pas mal recommandé à la France de dynamiser Pôle emploi, d'avoir des politiques d'emploi plus actives. D'ailleurs, M. Moscovici, le commissaire français, sera à Marseille moins d'un mois pour justement parler de ça. À l'Allemagne, on a beaucoup recommandé, comme à tous les pays d'ailleurs, d'introduire un salaire minimal. En France, c'était déjà le cas, mais c'est en partie sous l'impact de ces discussions, de cette influence au niveau européen, que l'Allemagne a décidé finalement de mettre en place un salaire minimum. Mais là, on est dans l'ordre du soft, de la recommandation. Il n'y a pas d'obligation légale, un pays qui ne veut pas tenir compte des recommandations faites par ses camarades européens. C'est tout ce que ça se note. Vous avez une question? Pour rebondir à ce que vous avez dit par rapport à ce que l'Union européenne n'a pas vocation à gérer le quotidien social des pays. Ouais. À un moment donné, en 2012, il y avait énormément de discussions par rapport au fédéralisme européen qui devait se créer un bon fédéral. Si ce bon fédéral est fait, jusqu'où il va aller justement? Est-ce qu'il va s'intégrer dans la gestion de la société de tous les pays?
Est-ce qu'il va s'accorder ce droit? Moi, j'ai pas de réponse à votre question pour une raison simple, c'est pas l'ordre du jour. Il y a eu des discussions à ce sujet-là, mais bon, c'est intéressant. Hein. On a tous les jours des discussions politiques extrêmement intéressantes, mais ce n'est pas une discussion au sens formel, au sens où la Commission européenne a proposé aux États d'avancer dans ce sens, etc. Il y a eu des discussions assez fortes. Là où on a été un peu plus loin que la simple discussion de café du commerce, ça a été bien sûr sur la question d'urgence, qui était celle des dettes. Et il y a une proposition des dettes. sur, plus précisément, la mutualisation d'une partie des dettes publiques. Il y a une idée qui d'ailleurs vient d'économistes allemands, qui est assez intéressante, qui est de dire, pour aller plus loin dans la solidarité et le rétablissement de la confiance, on pourrait décider que toute la partie des dettes qui va au-delà de 60%, au-delà des critères de Maastricht, on la met ensemble dans un fonds commun et qui est géré en commun au niveau européen. D'accord? Mais donc c'est en un sens, c'est un peu un bon fédéral, ça, si on faisait ça. Mais en contrepartie, évidemment, il faudrait des règles aussi de discipline budgétaire, sans doute encore plus strictes que ce qui a été discuté et arrivé jusqu'à présent. Mais voilà, bon, ça c'était mis sur la table, mais de façon assez générale. On a aussi parlé de créer une sorte de trésor européen, d'augmenter les capacités d'intervention, le budget de l'Union européenne. Mais je n'ai jamais entendu de discussion sérieuse qui porte sur un changement du curseur. C'est pour ça ce dont je viens de discuter, c'est-à-dire les choix sociaux du pays et le niveau de redistribution ou pas. Ça, pour nous, ça fait partie du cœur de la souveraineté des États. Oui, parce qu'on pourrait légitimement se poser cette question jusqu'où le fédéralisme pourrait être. C'est une question de philosophie politique, là, mais ce n'est pas une question pratique aujourd'hui. Voilà, les traités ne le permettent pas. Il n'y a d'ailleurs pas de projet à ce jour de modification des traités. Et si vous voulez, même au moment où on discutait sur le projet de constitution européenne, la discussion n'allait pas jusque-là. Il faut aussi quand même avoir à l'esprit, quand on parle de fédéral, parce que vous avez employé ce mot-là, c'est intéressant parce que, pour des raisons historiques, le mot fédération a en France une connotation très différente de ce qu'elle peut avoir en Italie, en Allemagne ou aux États-Unis. Nous, parce que nous sommes un pays, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, en fait, le mot par fédération, on imagine tout de suite quelque chose de très centralisé parce que on le rapproche de notre modèle politique, qui est un modèle très centralisé. Alors que dans un pays fédéral, alors, mes amis et camarades allemands ou italiens, ou si on va aux États-Unis, on se rend compte qu'en réalité, les pouvoirs qui restent aux Länder sont extrêmement importants. Moi, quand je travaillais à Bruxelles, où je négociais parfois des propositions que la Commission faisait avec les représentants des États, eh bien, autour de la table, j'avais évidemment le représentant du gouvernement français, ça c'était le gouvernement français national, et qui prenait ses positions tout à fait souverainement, sans consulter grand monde, sauf à Paris. Par contre, le représentant allemand, c'est un représentant fédéral, mais il ne pouvait pas intervenir sur le fond du sujet avant d'avoir obtenu l'aval du Bundestag et du Bundesrat, donc des représentants des Länder, en particulier sur les sujets, enfin, notamment sur les sujets étant de la compétence des Länder. Les Belges allaient encore plus loin. En face de moi, j'avais pas, parce qu'il se trouvait que les questions dont je traitais, c'est la recherche et l'innovation, étaient de compétences régionales et pas de compétences fédérales. Donc j'avais à tour de rôle de l'autre côté de la table, du côté représentant la Belgique, non pas un ministre du gouvernement fédéral belge, mais un représentant de la Wallonie pendant un an, puis l'année d'après c'était un représentant de la Flandre, puis l'année d'après un représentant de Bruxelles-Capitale. Donc là où je veux en venir, c'est que la conception que l'on a d'un État centralisé, c'est pas du tout ce que le mot fédération peut recouvrir. Si vous allez aux États-Unis, il y a des éléments fédéraux au sens centralisé très fort qui sont évidemment le gouvernement, les institutions politiques, mais aussi l'armée commune. Mais il y a des systèmes judiciaires, des systèmes policiers, des systèmes également économiques et fiscaux aussi, très différents d'un État américain à l'autre. Entre la Californie et le Texas, vous vivez dans deux mondes différents, y compris sur le plan social.
n'y a aucune raison qu'une fédération européenne, si un jour on devait employer ce mot-là, soit différente en Europe, au contraire, puisqu'on a un poids historique des États beaucoup plus fort qu'aux États-Unis. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi personnellement j'évite d'employer le mot fédération, parce que je trouve que ça, surtout en France, ça prête à contresens immédiat. La France a passé l'historique de pays unitaire. Oui, c'est ça. C'est le pays. Et indissociable entre ces régions. Tous les Corses, tous les Belges, les Bretons, je ne partage pas votre connu, mais Oui, au vu de Paris, je suis d'accord dans le sentiment global. Voilà. Mais les Belges nous ont appris comment dire, nous ont donné une leçon de démocratie parce qu'ils sont restés quand même 14 ans sans gouvernement. Pas 14 ans. Non, pas 14 ans. Stable. Stable, c'est autre chose. Nous, en France, Ils sont on a restés eu la 4ème République. Ils sont restés quand même un sacré Non, temps sans... ils sont restés sans gouvernement tout court, oui, pendant un certain temps. Et pourtant, le pays a très bien marché. Je vous savais, oui. C'était quand même pas. C'était pas le panacée. C'était pas optimal. Hein. Moi, je vivais là. Le pays s'est pas écoulé comme tout le monde. Il s'est pas écoulé, absolument. Tout à fait. Et la Belgique. Et donc, s'embauche. Non. Mais le système politique belge, comme beaucoup de systèmes politiques en Europe, est un système qui est plus proche de la façon de faire de la politique au niveau européen. Donc c'est intéressant parce que notre culture politique ne nous prédispose pas en France à comprendre le monde politique de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que en Belgique, en Allemagne, on a typiquement des grandes coalitions au pouvoir. Et un rôle également des parlements très fort, beaucoup plus fort que le gouvernement, enfin plus fort par rapport au gouvernement qu'en France. En France, on a un système politique binaire, et avec par construction un parlement qui suit presque aveuglément ce que le gouvernement lui propose. Et du coup, ça nous donne l'impression, parce qu'on reporte cette image politique qu'on calque sur les institutions européennes, on a l'impression qu'on a une commission européenne toute puissante qui impose ses volontés au législatif, et que le législatif, il est pour ou contre. Alors qu'en réalité, c'est un animal politique totalement différent, beaucoup plus proche du système de coalition. Vous avez un exécutif qui d'abord est par construction pluripolitique. Vous avez des commissaires européens de droite, des commissaires européens de gauche. Une dominante, évidemment, elle est pour l'instant de centre-droite, comme son président l'incarne, M. Juncker, qui est responsable politiquement devant le Parlement, comme européen, de la même façon que le gouvernement français